3 clés anciennes, un vieux classeur en cuir orné des armoiries d'une reine défunte et une phrase cinglante prononcée par un avocat ont balayé 15 années de tranquillité en une seule matinée. Le fils de la reine Camilla avait demandé au juriste de relire la 4e ligne du document. Lorsque la phrase fut prononcée, le prince William ne regardait plus les papiers posés sur la table. Il tendait ses 3 clés, non pas pour les lui offrir, mais pour les récupérer. Personne ne bougeait à autour de la grande table un acajou, tandis que les clés glissaient sur le bois poli. Ni la reine Camilla, ni ses enfants adultes, et certainement pas le roi Charles, qui restait silencieux au bout de la pièce. Le roi avait laissé pendant des années une dangereuse certitude s'installer au sein de sa famille, telle une poussière silencieuse. Un domaine privé de 12 000 acres appartiendrait un jour à la famille de Camilla. Cependant, les avocats venaient de révéler une vérité juridique brutale qui anéantissait complètement cet espoir familial de longue date. Le domaine n'appartenait plus aux enfants de Camilla, et les registres prouvaient qu'il ne leur avait jamais appartenu. Cette vérité choquante n'était même pas ce qui fit baisser la tête au roi régnant, vaincu et silencieux. Ce détail dévastateur était enfoui à la dernière page, sous la signature d'un homme qu'ils avaient tous oublié. Pour comprendre pourquoi cet événement a fait l'effet d'une bombe, il faut analyser les mécanismes sous-jacents. Il ne s'agissait pas d'une simple querelle autour d'une maison de campagne, mais d'une bataille calculée pour un contrôle à long terme. La victoire avait en réalité été acquise des décennies auparavant, bien avant que quiconque dans la pièce ne se doute de l'existence d'un conflit. 3 heures avant que les clés soient retirées, la famille de Camilla était arrivée, s'attendant à une cérémonie discrète et privée. Le domaine historique de Ravensmere était géré comme une entreprise familiale bien établie depuis près de 15 ans. Il ne s'agissait pas d'un modeste cottage, mais d'un vaste domaine comprenant un manoir de style jacobéen et 42 cottagers en activité. Le domaine incluait 2 fermes en activité, un lac entièrement privé et des tableaux de grande valeur qui n'avaient jamais été répertoriés publiquement. Le personnel avait même pris l'habitude d'appeler une pièce à l'étage le bureau privé de M. Parker Bowles. Ce matin-là même, un membre du personnel avait déposé des fleurs fraîches dans le bureau préparé. Ces fleurs étaient destinées à une pièce qu'ils avaient déjà, mentalement, confiée pour toujours au fils de la reine. Mais au coucher du soleil, les fleurs fraîches seraient emportées hors du manoir, dans le plus grand silence. L'arrivée du prince William au domaine fut le premier signe avant-coureur, bien que personne n'ait perçu la menace. Le prince arriva sans cortège officiel, sans annonce publique et sans le moindre avertissement à sa famille. Un véhicule sombre franchit simplement le portail est du domaine à 8h46 précises. 2 avocats de haut rang descendirent de la voiture qui le suivait, chacun portant une mallette noire identique. C'était le 2e avertissement, mais le 3e changea véritablement l'atmosphère. William refusa d'entrer dans le manoir par la porte principale et préféra contourner la maison. Il traversa la cour de gravier humide et pénétra dans l'ancien bureau du domaine. C'était précisément dans cette pièce que les archives foncières privées étaient conservées depuis le règne de la reine Victoria. Le prince ignora le salon et la famille qui l'attendaient pour se diriger directement vers les archives historiques. Il ne s'agissait en aucun cas d'une réunion de famille, mais d'une application discrète de l'autorité légale. William s'était rendu directement là où étaient conservées les preuves, prêt à anéantir 15 années de promesses. La fille de Camilla croyait sincèrement être les héritiers légitimes, car le roi le leur avait répété à maintes reprises. Vers 9 heures, Camilla fut informée de la présence de William, sans doute pour discuter des rénovations prévues. Cette hypothèse était tout à fait raisonnable, compte tenu des projets d'envergure qui avaient été discrètement évoqués pendant des années. L'imposante aile nécessitait un renforcement de sa structure, et plusieurs toitures de cottages historiques présentaient des fuites. Des discussions privées
avaient eu lieu régulièrement concernant la transformation de plusieurs cottages pour des membres de sa famille élargie. Le roi Charles avait activement encouragé tous ces projets en privé lors de leurs réunions de famille. Lors de ses nombreuses visites au domaine, Charles avait répété 5 mots en apparence anodins. Il avait assuré à la famille de Camilla qu'il posséderait toujours Ravensmere, confortant ainsi leurs espoirs. Cependant, ces promesses perdant toute valeur dès lors que des dépenses concrètes sont engagées. La famille de Camilla avait dressé des plans architecturaux détaillés, mesuré les pièces et inventorié la cave à vin historique. Le prince William entra alors dans la pièce, déposa sur la table un avis juridique de 6 pages et parla à voix basse. Il regarda la famille et leur annonça qu'aucun d'eux n'avait jamais été bénéficiaire légal de l'héritage. Cette simple phrase glaciale ne se contenta pas de bouleverser leur avenir. Elle réécrivit à jamais 15 années de leur passé. Chaque promesse se retrouva instantanément réduite à un immense malentendu, totalement dépourvu de fondement juridique. Le prince n'a pas dit qu'il leur reprenait le domaine, ce qui aurait sous-entendu qu'il leur avait appartenu et qu'ils étaient sur le point de le perdre. Il a simplement déclaré qu'ils n'en avaient jamais été bénéficiaires, et ce, bien avant même qu'ils n'y pénètrent. Par ces 4 mots, il a anéanti leurs certitudes et transformé leurs rêves en illusions. Camilla entra dans le bureau du domaine peu après 9h20, suivi de près par Charles. Le rouille était visiblement irrité que cette intervention juridique ne lui ait pas été présentée en privé au préalable. Cependant, son assurance s'effaça rapidement lorsqu'il posa les yeux sur la table. William restait assis près de l'avocat principal, la main posée sur un dossier en cuir délavé. Charles reconnut immédiatement les armoiries royales sur la couverture, sachant qu'elles appartenaient à sa grand-mère, la reine-mère. Un homme comme Charles n'avait pas besoin qu'on lui lise les documents à haute voix pour comprendre ce que cette image signifiait. Il savait instinctivement qu'il avait perdu le contrôle du domaine que sa famille chérissait depuis des générations. Ravensmere n'avait pas été acheté par Charles, ni officiellement concédé à Camilla. Ce n'était pas une propriété de la couronne, mais un domaine familial privé et complexe, créé des décennies auparavant. Cette structure juridique sécurisée avait été modifiée à 3 reprises afin de protéger le patrimoine contre toutes les revendications extérieures. Le premier amendement protégeait le terrain, tandis que le deuxième préservait la structure physique du manoir. Mais c'est le 3e amendement qui protégeait un point que personne n'avait songé à vérifier. Cette clause spécifique régissait les règles de succession, déterminant précisément qui hériterait de la propriété. Juridiquement parlant, le roi Charles ne possédait qu'un droit d'usufruit limité sur le domaine de Ravensmere. Cela signifiait qu'il pouvait résider au manoir, entretenir le domaine et percevoir les revenus des fermes. Cependant, il se heurtait à un obstacle juridique majeur lorsqu'il s'agissait de transférer la propriété à un tiers. Il n'avait absolument aucun droit de promettre le domaine à quiconque n'appartenant pas à la lignée spécifiquement mentionnée dans l'acte de donation. La fille de Camilla posa la question qui s'imposait, se demandant pourquoi le roi ne pouvait pas choisir son propre successeur. L'avocat ouvrit le dossier et donna une réponse qui glaça l'atmosphère. Le pouvoir de choisir un successeur avait été légalement supprimé avant même le mariage de Charles et Camilla. Quelqu'un avait anticipé ce conflit familial et l'avait étouffé des années avant les noces. La famille a immédiatement supposé que la reine Élisabeth était à l'origine de cette mesure préventive. Cependant, le document a révélé une toute autre histoire, rendant la situation extrêmement personnelle pour chacun. L'amendement avait été signé en 1999, 6 ans avant le mariage officiel de Charles et Camilla. À côté de la signature de la reine-mère figurait l'écriture inimitable de la princesse Margaret. La princesse Margaret était connue pour son attachement farouche au patrimoine historique familial. Elle avait exprimé une vive inquiétude quant à la possibilité que Ravensmere
puisse être transmise par mariage à une personne non désirée. La clause qu'elle a signée était formulée avec une précision et une rigueur absolue. Aucun conjoint ni descendant non apparenté au roi George VI ne pouvait en devenir propriétaire. Les enfants de Camilla n'ont pas été nommément visés, mais exclus en tant que groupe de personnes. En 1999, 2 femmes avaient anticipé l'avenir et, par la loi, privé cette famille de l'héritage. Il s'agissait d'une prévoyance impitoyable et à long terme, formalisée par une simple signature avant même que la relation ne soit rendue publique. La princesse Margaret avait bloqué l'accès au domaine avant même que le roi n'en entreprenne la construction. Ces anciennes concessions familiales existantes car des domaines comme Ravensmere sont détenus en fiducie et non en propriété privée. L'occupant n'est qu'un dépositaire temporaire dont la tâche est de transmettre la propriété intacte. Pour William, il ne s'agissait jamais d'une question abstraite. C'était l'héritage futur de ses propres enfants. Il ne pouvait rester les bras croisés et voir le droit de naissance de sa famille promise à une lignée totalement différente. Charles insista sur le fait qu'il n'avait jamais été informé de cette restriction, mais William était parfaitement préparé à cet argument. Il fit glisser une photocopie sur la table, révélant la signature de son père, datée de novembre 1999. Le roi fut contraint de fixer son propre nom sur le document qui réduisait à néant ses promesses privées. Pendant de longues secondes, le monarque resta silencieux, incapable de prononcer un seul mot. L'attestation signée par Charles était dissimulée dans un plan de restructuration financière beaucoup plus vaste. Le document concernait 6 propriétés différentes, et Ravensmere n'y était mentionné que 2 fois, sous une ancienne dénomination légale. Il est possible que Charles ait signé les documents sans saisir la véritable signification de cette clause. Ou bien, il a peut-être supposé pouvoir user de son influence royale pour modifier les règles ultérieurement. Les règles pouvaient certes être modifiées, mais uniquement avec l'accord unanime des administrateurs survivants. À ce stade, le seul administrateur survivant dont l'approbation comptait réellement était le prince William lui-même. C'est pourquoi William entra dans la pièce, les clés de la propriété en main. Il était le gardien du temple, et Charles avait déjà tenté de contourner cette barrière des mois auparavant par une proposition discrète au palais. L'équipe du roi avait envoyé à William une proposition décrivant l'avenir de Ravensmere dans le cadre d'un accord de continuité. William posa une question directe en réponse, souhaitant savoir qui en bénéficierait. La réponse confirma la création d'une nouvelle fiducie familiale pour les descendants directs de Camilla. William inscrivit un seul mot en marge de la proposition et la renvoya, la rejetant sur le champ. La seconde tentative du roi était bien plus astucieuse. Contourner la restriction liée à la lignée royale par le biais d'un bail. Il était proposé d'accorder à la famille de Camilla un bail de 99 ans sur le domaine, moyennant un loyer symbolique. Techniquement, le titre resterait dans la lignée royale, mais la famille de William en serait exclue. Cependant, la princesse Margaret avait anticipé cette manœuvre, exigeant l'approbation unanime des administrateurs pour tout bail de longue durée. William rejeta également cette proposition de bail, mais 3 semaines plus tard, des entrepreneurs arrivèrent inopinément au domaine. Ils avaient été chargés de réaliser une étude d'habitation privée afin d'adapter l'aile ouest aux nouveaux occupants. Personne n'avait prévenu William, mais la facture de cette étude fut imputée à un compte qu'il contribue à gérer. Le montant de 18 000 livres sterling, détaillant les futurs aménagements pour l'occupation, attira son attention. Le prince a examiné toutes les factures récentes et a découvert des commandes de meubles sur mesure pour une cave à vin climatisée. Le nom du livreur figurant sur les documents n'était ni celui du roi ni celui de la reine, mais celui de Parker Bowles. Il s'agissait d'une preuve écrite et concrète de leur intention d'emménager dans une propriété qu'ils n'avaient aucun droit légal d'occuper. En tant que fiduciaire,
William était légalement tenu d'agir pour empêcher que les fonds du trust ne soient dépensés au profit de personnes non bénéficiaires. Camilla a soutenu qu'aucun bail n'avait été signé et qu'aucun meuble n'avait encore été installé. Mais William ne les accusait pas de vol. Il prouvait qu'ils s'étaient préparés à hériter illégalement. Le fils de Camilla a déclaré qu'ils avaient agi sur la base d'assurances. Mais William a rétorqué que les assurances ne constituaient pas un droit de propriété. Il a souligné que des fonds de fiducie avaient été utilisés, ce qui représentait une limite qu'il ne pouvait tolérer. Camilla cessa de discuter de la propriété et posa la question cruciale. Qui hériterait du domaine? Elle supposait que la propriété reviendrait naturellement à William, mais le prince lui réservait une dernière surprise. 9 jours auparavant, William avait discrètement et formellement renoncé à ses droits personnels sur le domaine de Ravensmere. Il ne voulait pas de la maison pour lui-même. Il voulait en avoir le contrôle total sur son destin. En renonçant à ses droits, il a activé une clause de succession, restée inactive pendant 27 ans. La lignée successorale a ainsi court-circuité le prince Harry, qui n'a jamais été inclus dans cet accord familial. La princesse Anne, quant à elle, y était incluse, mais elle avait discrètement signé une renonciation à l'héritage des années auparavant. De ce fait, la chaîne de succession pointait directement vers le membre le plus compromis de la famille, le prince Andrew. Pendant une fraction de seconde terrifiante, Charles craignit que le remède à cette crise successorale ne soit pire que le mal. Mais l'amendement de la princesse Margaret l'avait anticipé, notamment par une clause de conduite stricte pour les héritiers. Andrew fut automatiquement déshérité car il s'était retiré de ses fonctions royales officielles. Il ne restait donc plus qu'un seul homme en dernière ligne de succession, le prince Edward. Le fils de Camilla demanda à l'avocat de relire ce nom, incrédule que son frère, d'ordinaire si discret, ait obtenu gain de cause. Le prince Edward, duc d'Édimbourg, était le nouvel héritier légitime du vaste domaine de Ravensmere. De plus, Edward avait déjà été informé de la situation et l'avait accepté sans faire de vagues depuis des semaines. Il avait accepté l'héritage à une condition qui changea radicalement la nature du conflit. Edward déclara que le manoir ne deviendrait jamais sa propre résidence familiale luxueuse. Les fermes et les cottages seraient plutôt confiés à une fondation caritative nouvellement créée. L'intégralité des revenus annuels du domaine serait consacrée aux anciens combattants et aux familles de militaires endeuillés. Le manoir historique lui-même deviendrait un havre de paix pour les familles de militaires malades. Cette condition caritative fut un coup de maître diplomatique qui mit en échec les ambitions de Camilla au sein de la famille. Impossible de s'opposer publiquement à une œuvre de charité pour anciens combattants sans paraître incroyablement avide et insensible. Edward les empêcha de le présenter comme le méchant de ce conflit successoral. Il obtint le domaine et le débarrassa aussitôt de tout risque de conflit personnel. Les deux images de la famille allaient désormais se côtoyer aux yeux du public. D'un côté, un projet de cave à vin climatisé et de suites privées aménagées sur mesure. De l'autre, des cottages restaurés pour les anciens combattants et un havre de paix pour les malades. Charles comprit immédiatement l'humiliation subtile qui l'envahissait, sachant que ses promesses non tenues resteraient à jamais exposées au regard du public. Le domaine qu'il avait promis en privé à la famille de Camilla allait désormais être géré par la fondation caritative de son frère. William avait mené cette manœuvre juridique avec une patience infinie, laissant les documents historiques faire leur œuvre. Il se présenta à la réunion les mains propres, ayant déjà renoncé à ses propres droits sur les terres. Il n'obtint pas la maison. Il s'assura simplement que la personne la plus compétente prenne en charge l'héritage. Le prince fit glisser les 3 clés anciennes sur la table, les tendant à l'avocat d'Edward qui attendait. La première ouvrit la salle des archives contenant les documents qui avaient permis de remporter cette bataille silencieuse. La deuxième ouvrit les portes du manoir et la troisième celle de la petite chapelle nord.
La plaque de laiton apposée sur la porte du bureau fut dévissée cet après-midi-là, et la désignation du bureau disparut discrètement. Les clés reposaient dans une simple boîte en bois à côté d'une photographie de la reine-mère. Un mot manuscrit du prince Édouard accompagnait la boîte. Que cette maison appartienne à ceux qui en ont besoin. La défunte reine-mère avait ainsi prouvé que le domaine n'avait jamais appartenu à Charles et qu'il n'avait pas le droit de le céder. Le passé avait triomphé, attendant patiemment dans un dossier en cuir que quelqu'un en apprenne enfin la 4e ligne.